Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue sur le CAF Rentable. Ouais. Deuxième émission. Deuxième émission, effectivement. Donc, on a fait le premier épisode la dernière fois. Donc, c'était sur nos parcours d'investisseurs. Ouais. Sur comment on a débuté en bourse, qu'est-ce qu'on avait acheté, quelles étaient Nos erreurs. nos positions en portefeuille, etc. Et là, on s'était dit qu'on allait faire un deuxième épisode. Sur nos méthodes d'analyse. C'est ça. Donc, comment on analyse une action, que ce soit au niveau quantitatif ou au niveau de tout ce qui touche aux fondamentaux. On va donner des exemples et puis on va voir ça toujours accompagné de notre petit café bien chaud. Effectivement. Et on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Bah écoute Jean, du coup, première question. Comment est-ce que tu trouves tes entreprises de ton côté ? Alors, moi, j'ai plusieurs sources d'inspiration. Ça va être beaucoup... en fait, je vais en entendre parler. Je regarde beaucoup de contenu sur YouTube, que ça soit... tu connais mon niveau d'anglais, donc c'est plutôt du contenu francophone que je regarde, ou du contenu américain, mais toujours avec les fameux sous-titres. Très bien fait sur YouTube, d'ailleurs. Les fameux sous-titres. Les fameux sous-titres qui me sauvent la vie. Et oui, j'ai l'abonnement Zone Bourse aussi. Ouais. Très bon abonnement. Et il y a quand même beaucoup de contenu régulier dessus et différent. Donc il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui ressortent, etc. Les screeners, j'en utilise pas énormément. Ça va être surtout je vais voir une action qui est sur l'article. Je vais me pencher dessus. De fil en aiguille, on va voir les concurrents, Ouais. des concurrents, etc. Donc on arrive toujours à trouver des petites actions sympas. Les actions tendances, généralement, elles sont toujours survalorisées ou en plein déclin, donc c'est pas trop... je regarde pas trop ça. Si elle passe sur le JT, ça veut dire qu'elle est trop chère ou qu'elle est en pleine crise. Donc déjà, comme Nvidia, hein, par exemple. Ouais, comme trop cher. Nvidia, ouais. Ou Atos, qui est en déclin total. Atos, ouais, Pour effectivement. prendre le contre-exemple. Téléperformance aussi. Ouais, avec une analyse qui va sortir la semaine prochaine. Qui sera sorti d'ailleurs au moment où va sortir ce podcast, hein, Ouais. probablement. Ouais, je pense. Ouais. Et toi ? Et moi, comment je trouve les entreprises ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense, la première source pour moi, ça va être le Quality Stock Screener. Donc, sur l'application IQ Invest. Vous aurez tous les liens en description si jamais elle vous intéresse, bien évidemment. Et donc, en fait, l'avantage du screener, c'est que ça te permet, en quelques filtres, quelques clics, d'avoir toutes les actions de meilleure qualité qui ressortent. Donc, on va, je pense, reparler un peu plus tard des critères qu'on utilise pour déterminer la qualité d'une action. Mais ça, déjà, ça permet d'avoir comme ça pas mal de bonnes idées et d'actions qui ressortent, et des actions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Tu vois, là, si j'ai deux exemples à te donner d'actions que j'ai découvert grâce au screener et que je ne connaissais pas avant. Il y a Evolution AB, D'accord. Texas Pacific Land Corp, que j'ai pas encore analysé, ou encore on peut citer Dollarama, que j'ai pas encore analysé non plus. Mais une analyse va arriver très prochainement. Il y a tellement d'analyses à faire sur la chaîne que là, il y a des analyses pendant Evolution 3 ans. AB, tu l'as sorti ? Je l'ai déjà sorti, Evolution AB. Ouais. Donc les casinos. C'est ça. Ok. C'est ça. Les live casinos. Même. Les live casinos, oui. Les jeux de casino en live. Et ensuite, comme toi, en fait, il va y avoir d'autres sources, notamment via divers podcasts que j'utilise. Donc moi, pour le coup, je suis plutôt à l'aise avec l'anglais, donc j'écoute beaucoup. En fait, j'écoute quasiment que du contenu en anglais. Et j'écoute beaucoup de podcasts, notamment The Investors Podcast, qui est excellent. Et dans ce podcast, en fait, il y a beaucoup d'idées d'entreprises qui ressortent. Je peux penser, par exemple, à Dino Polska, que j'ai entendu parler récemment. On peut penser à Constellation Software, Topicus, Lululemon, Lumine aussi. Lumine, ouais. Voilà, il y a plein de noms comme ça qui ressortent quand on écoute des podcasts et qui ressortent régulièrement en tant qu'entreprise de qualité, etc. Donc forcément, on a envie de se pencher sur le dossier, quoi. Et est-ce que tu regardes aussi, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que moi j'ai complètement oublié de vous en parler, mais c'est vraiment quelque chose que je regarde très souvent. Ça va être notamment tous les trimestres. Il y a par exemple Value Insider. Ça va être les portefeuilles des principaux gérants de fonds, donc américains parce que c'est obligatoire. Ils doivent dire ce qu'ils ont en portefeuille tous les trimestres. Et j'ai oublié de le mentionner, mais en fait c'est quasiment là où je trouve beaucoup de sociétés à analyser parce que notamment on voit des investisseurs value, donc là on voit des entreprises que l'on connaît mais pas du tout, et pourtant j'ai pas un style value, mais
ça montre énormément de sociétés différentes et beaucoup d'inspiration. Ouais, effectivement, mais il y a quelques investisseurs que j'aime bien, notamment des Américains. On peut citer Brian Lawrence, Chris Ok. Meyer, Ouais, ce genre de choses. Toi, je sais que tu suis aussi pas mal Long Equity. ouais, Long Equity, c'est top. Ouais, C'est vraiment ils top sont ce qu'ils forts. font. Ouais. C'est Ils sont vraiment, forts. c'est un fonds d'investissement donc plutôt quality growth, donc croissance et quality. Et ils expliquent toute leur analyse, toute leur méthode. J'en ai fait une vidéo sur YouTube. Ils partagent toutes Ouais. leurs positions aussi, Tout. c'est top. Hein. Mois par mois, donc là c'est même pas par trimestre, c'est mois par mois, ils vont ils vont préciser qui ils ont acheté, quand, quelle action ils ont revendu. C'est excellent. À chaque fin d'année, vous allez voir aussi, il y a le récap, donc action par action qu'ils ont en portefeuille, pourquoi ils l'ont, leur business model, etc., etc. Tout est vraiment ultra bien expliqué et c'est gratuit, donc ça reste quand même un bon point. C'est une petite lecture mensuelle, en 5 minutes vous avez vu ce qu'ils ont, et c'est vraiment très très intéressant, surtout que là c'est pas du value, c'est du quality growth, ce qui Tout à moi m'intéresse un peu plus. Et c'est un portefeuille très concentré, donc il n'y a pas plus de 10 actions, en tout cas il se limite à 15 actions. S'ils passent à 16, ils passeront jamais à 16, ils en revendront une, leur moins bonne conviction, etc., etc. Ils ont notamment Constellation Software, Ah, et Applied Materials. d'ailleurs, t'as etc. découvert Fortinet aussi grâce à Long Fortinet, Equity. ouais, qui a bien retracé là en plus sur le dernier trimestre. Je me là. suis toujours pas penché sur le Mais, dossier, elle est dans ma liste d'actions à analyser. Moi mais... aussi. Moi aussi. Je l'ai découvert, mais il y a, je pense que Bah, il y a tellement d'actions de toute façon. si vous nous écoutez, c'est que vous êtes de la partie aussi, à mon avis. Donc, je pense que vous savez ce qu'on comprend. Enfin, vous comprenez plutôt ce qu'on subit. Il y a tellement de sociétés, il y a tellement de choses à regarder, à analyser que C'est clair. ouais, c'est compliqué. Mais effectivement, ça me fait une bonne transition sur le prochain point. Qu'est-ce que tu fais ou comment tu structures ton analyse? Quelle est la première chose que tu vas faire quand tu vas te dire là, j'ai trouvé cette action, je vais l'analyser? Alors, ouais. Quand j'ai trouvé une société, donc généralement par les diverses méthodes que je viens de citer précédemment, premier point, je vais regarder ce qu'elle fait. Donc sur Zone Bourse, c'est très bien marqué. Vous allez voir grosso modo dans la rubrique société de mémoire, en quelques lignes, qu'est-ce qu'elle fait. Par exemple, Lululemon, c'est une entreprise qui a des très bons chiffres, mais niveau business model, pas forcément, c'est pas très attirant. Après, je peux me tromper, hein, mais moi, ça m'attire pas parce que le stock picking, faut que ça nous intéresse. Donc, on va pas se forcer à acheter, on va pas se forcer à analyser une action, ça prend du temps. Donc, quitte à ne pas l'avoir en portefeuille à tort ou à raison, moi, j'aime bien que ça soit sympa d'analyser une société. Voilà, par exemple, Lululemon, ça m'intéresse pas forcément, pourtant on a des super chiffres, mais je vais Ouais, effectivement, c'est très l'analyser concentré tout de suite. sur un secteur précis. C'est quasiment, on peut dire, enfin, c'est pas vraiment du monoproduit, mais c'est très orienté sur une certaine cible. Lululemon, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, c'est du vêtement sportif. Ouais, à un la peu base. comme Underwear. Ouais, c'est ça. À la base, c'était vraiment orienté yoga et c'est très populaire aux États-Unis. Ils font notamment pour femmes tout ce qui est leggings, brassières. Ouais, donc ça m'intéresse pas trop. Decathlon est très bien, je vois pas où C'est est. ça. Bon, Mais bref. ils sont pas cotés, malheureusement, Decathlon. Ouais. Moi, je pense que c'est un choix personnel, ça doit être comme Ikea. Ivar, Conrad. Bref. Ouais. Donc, une fois que j'ai regardé la société, ce qu'elle fait un peu, ce qu'elle propose, je vais regarder tout de suite le ROE, donc le Return on Equity. Ça va être le premier critère que je vais regarder, le premier ratio, et je vais commencer donc par le ROE, le Return on Equity. Ça va être la rentabilité des capitaux investis, donc résultat net divisé par l'equity, enfin par les capitaux propres. Ça va permettre de montrer donc si l'entreprise gère bien l'argent des actionnaires, donc en l'occurrence notre argent futur, hein, si on en devient actionnaire. Et ensuite, si le ROE est élevé, comme Visa, Mastercard, je pense que vous voyez à peu près les ROE de, je sais pas combien de pourcents, de dizaines de pourcents, je crois que c'est 40 ou 50, c'est impressionnant.
voilà, si le ROE est élevé et si le secteur est intéressant, là je me lance dans une analyse, mais pas avant. Il faut que le ROE aussi soit constant, pas en déclin en tout cas, et pas trop constant. Donc, Idéalement, il est croissant d'ailleurs. Idéalement, voilà. Mais en tout cas, s'il stagne et il est élevé, là je me lance dans une analyse. Donc, toi, c'est le ROE en premier. Le ROE en premier. Ok. Ouais. Intéressant. Et toi? Donc, ouais, effectivement, donc, moi je découpe mon analyse toujours en 3 étapes. Ok. Beaucoup plus pragmatique. En commençant par l'analyse quantitative d'une action. Et donc, moi je vais même pas regarder forcément le business model de l'entreprise. Je regarde d'abord les chiffres. Et moi je me base notamment sur 20 critères, mais il y a des grandes familles de critères que je vais regarder en priorité. Donc, toi, tu as parlé du ROE, moi je regarde surtout le ROCE. Ouais. Un ROCE supérieur à 20%. Je regarde aussi énormément les marges, donc marge brute, marge opérationnelle et marge nette. D'accord. La croissance. Ça, je pense que d'ailleurs, si je devais retenir qu'un seul critère, ça serait la croissance du chiffre d'affaires. Je pense que c'est le plus important parce que c'est ce qui détermine si une entreprise est en bonne santé ou pas. Tant qu'une entreprise génère de la croissance, c'est que tout va bien. Parce qu'elle est sur un secteur porteur. Exactement. Si la croissance ralentit ou qu'il n'y a plus de croissance ou pire qu'il y a de la décroissance, faut pas y aller. C'est les premiers signes du déclin. C'est ça. Donc la croissance, et même j'irai plus loin, la croissance par action. Okay. La croissance du chiffre d'affaires par action. Pourquoi ? Parce que ça permet de prendre en compte aussi les rachats d'actions dans la croissance du chiffre d'affaires. Forcément, si l'entreprise rachète ses actions, du coup, la croissance va être plus élevée, versus si elle dilue ses actionnaires, la croissance va être plus faible. Donc ça permet comme ça d'infliger un malus, entre guillemets, aux entreprises qui diluent. Donc la croissance, et après on va avoir d'autres critères comme la croissance des free cash flow. C'est super important aussi, la trésorerie d'une entreprise. Est-ce qu'elle a du cash ? Comment elle l'alloue aussi. Et comment elle alloue son cash. Et ça va peut-être dans la partie fondamentale. Et les dettes. Faut pas qu'il y ait de dettes, en tout cas le moins possible. Pourquoi ? Parce que forcément une entreprise qui a des dettes, c'est une entreprise qui peut faire faillite, puisque la faillite, ça vient pas de n'importe où. En général, une faillite, c'est qu'une entreprise ne peut plus payer ses créanciers. C'est comme ça qu'elle déclare la banqueroute. Et donc si une entreprise n'a pas de dette, mathématiquement, elle peut pas faire faillite en fait. C'est pas possible, sauf s'il décide de fermer volontairement. Mais voilà, une entreprise qui n'a pas de dette ne peut pas faire faillite, donc ne pas avoir de dette, et ne pas avoir de dette, ça veut dire, moi je regarde le ratio de dette sur EBITDA, mais dette totale, pas les dettes nettes, attention. Contrairement à moi. Alors, moi j'aime bien regarder les dettes totales, et le ratio dette sur EBITDA, il faut qu'il soit inférieur à 2,5, voire inférieur à 1,5, c'est encore mieux. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que si le ratio est à 1 par exemple, il faut 1 an d'EBITDA, donc 1 an de résultat opérationnel, pour payer l'intégralité des dettes de l'entreprise. Ouais. Alors juste petit tips pour rebondir là-dessus, parce que plusieurs fois on m'a demandé mais où est-ce qu'on trouve les dettes d'une entreprise quand on veut faire soi-même ces calculs. Au moins là il n'y aura pas d'erreur. Vous allez aller dans le rapport annuel, dans la dernière AG, etc. Bilan. Vous regardez le bilan, le bilan c'est le tableau qui va faire actif et passif. Et dans l'actif et le passif, vous allez retrouver les dettes. Je crois que c'est dans le passif. Oui, c'est dans le passif. Vous allez retrouver les dettes de l'entreprise. Et donc toi tu prends la dette totale, donc toutes les dettes de l'entreprise, et moi je prends la dette nette, donc ça va être la dette moins la trésorerie disponibilité cash, ça s'appelle dans le bilan. Et pour moi, enfin moi je préfère, toi non, mais moi je préfère parce qu'au moins ça nous force à regarder, en tout cas pour ma part, moi ça me force à regarder combien de trésorerie elle a, même si dans ton calcul on va le voir. Je trouve qu'il est mis un peu plus en avant dans le dette net sur EBITDA. On va se rendre compte que Apple, Google, Meta, etc., ce sont des machines à cash. C'est vraiment de machines à cash. Elles sont assises sur des montagnes de cash. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est des PIB de certains pays même. Ouais. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant à voir. Ouais. Donc voilà. Donc dette sur EBITDA, tout est dans les rapports annuels, tout est dans les documents. Tout à fait. Et donc du coup, toi, à part le ROE, qui est ton critère principal, qu'est-ce que tu regardes d'autre ? Alors moi, pour l'analyse quantitative, ça va être un peu comme toi, ça va être donc la dette nette sur les EBITDA, ouais. Ça va être la croissance,
tu l'as dit également, mais la croissance, c'est ce qui est ultra, mais vraiment ultra important. Avec la croissance, vous allez pouvoir éviter mais d'énormes erreurs C'est ça. qui étaient évitables. Déjà, si une entreprise n'est pas rentable, C'est ciao. J'ai fait l'erreur. Je l'ai fait 2 fois. Je me suis laissé 2 opportunités, 2 chances de un peu contredire le secret des géants de l'investissement. Tout le monde dit qu'il ne faut pas investir dans des sociétés pas rentables. Je l'ai fait. Ça n'a pas marché. Soitec, Soitec, ouais, je l'ai acheté, elle venait à peine d'être rentable. Ubisoft, pas rentable, n'importe quoi. Soitec, pareil. Donc, vraiment, ouais, je suis l'exemple même. J'ai essayé, j'ai perdu. Donc, faut éviter. La croissance et comment dire, et qu'elle gagne quelque chose, quoi. Et de toute façon, à long terme, la croissance du chiffre d'affaires d'une entreprise est la meilleure prédiction de la croissance de son cours de bourse, puisque en fait les deux sont plus ou moins corrélés. Nvidia. Alors même si on peut aussi plutôt voir une corrélation avec les EPS, donc les earnings per share et la croissance des earnings per share. En français, on va dire earnings per share. Earnings per share, donc c'est le bénéfice par action. Donc c'est-à-dire si vous avez une action qui cote 100 euros et qu'il y a 3 euros d'earnings per share, donc de bénéfice par action, ça veut dire que pour chaque action que vous achetez, il y a 3 euros de bénéfice que génère l'entreprise, en gros. Et souvent, en fait, la croissance du cours d'une action est corrélée à la croissance de ses bénéfices par action, mais aussi à la croissance de son chiffre d'affaires, puisque forcément, c'est lié, hein, le chiffre d'affaires et la croissance des bénéfices par action. Plus une entreprise a de chiffre d'affaires, plus elle a de bénéfices, sauf si elle fait n'importe quoi sur ses marges. Mais voilà, à marge constante, en tout cas, ça va être lié. En théorie, ça doit être lié, ça doit suivre la même évolution. Exactement. Ou sinon, il faut chercher pourquoi ça ne suit pas cette évolution. Exactement. Et si vous achetez une entreprise qui fait 10% de croissance de chiffre d'affaires par an, elle aura mathématiquement des chances de faire 10% de croissance par an aussi sur le long terme, hein, évidemment, parce que le cours de bourse fluctue, il y a toujours des anomalies, mais sur le long terme, sur des périodes de 5-10 ans, ça se rejoint toujours. Et forcément, si vous achetez donc, voilà, une action qui fait 10% de croissance par an sur le chiffre d'affaires, elle va faire en bourse aussi à peu près 10% de croissance par an. Si elle fait des rachats d'actions en plus, etc., forcément, il y aura potentiellement plus de croissance sur son cours de bourse. Et donc, à l'inverse, si vous achetez une action, je sais pas, moi, si on donne des noms comme Orpea, voilà, par exemple, des actions qui font moins de 5% de croissance du chiffre d'affaires par an, vous attendez pas à faire plus sur le cours de bourse. Vous n'allez pas battre le marché avec une entreprise en décroissance, non. C'est sûr. Après, est-ce que votre objectif, c'est de battre le marché ? Ça, c'est votre thèse d'investissement, c'est vous qui verrez par vous-même, mais privilégier vraiment la croissance, ça veut dire énormément la croissance. Et la décroissance, ça veut dire tout autant. Voilà. Aussi, petit tips, je ne sais pas si tu regardes, moi, dans l'analyse, après, est-ce que ça se met en analyse quantitative ou fondamentale, ça va être tout ce qui va être rachat d'actions. Oui. Parce que rachat d'actions, c'est peut-être sur du fondamental, mais ça va faire grimper même l'allocation des free cash flow, etc. Donc ça rentre aussi pour moi dans du quantitatif. Exactement. Parce que ça va faire grimper les earnings per share, etc. C'est pour ça que c'est important de toujours regarder, en tout cas moi c'est ce que je fais, de regarder la croissance du chiffre d'affaires par action, parce que du coup ça nous permet de prendre en compte les rachats d'actions dans le chiffre de la croissance. Et donc si une entreprise fait 12% de croissance du chiffre d'affaires par action, par exemple, il y a de grandes chances que le cours de bourse suive, puisque de toute façon les rachats d'actions sont intégrés dans le pourcentage. Comme les earnings per share d'ailleurs, les EPS, forcément mathématiquement, vu que c'est lié, vu que c'est par action, ça prend en compte les rachats d'actions et ou à l'inverse la dilution. C'est très important, vraiment regardez le rachat d'actions parce que vous pouvez vous faire diluer aussi. Et ça faut éviter quand même. Il y a des entreprises, ce sont les rois là-dedans. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais ça va être un peu comme l'inflation. Vous allez perdre de l'argent sans vous en rendre compte. Moi, j'avais commencé, par exemple, alors je leur jette pas du tout la pierre, parce que moi, ça m'avait refroidi, donc j'avais pas regardé un peu plus en détail, mais c'est Interparfums. Elle est dans le CAC, elle est dans le SBF, mais elle est disponible sur le PEA. Donc Interparfums, l'entreprise qui vend du parfum. Une action vraiment qui est pas mal, hein. En tout cas à première vue elle avait
des bonnes croissances. Le problème, c'est qu'elle diluait énormément, et ça tous les ans. Je crois que leur action avait doublé, le nombre d'actions avait doublé en même pas 20 ans. Donc c'était vraiment colossal. Et moi, personnellement, ça m'avait fait flipper. Donc j'avais passé mon tour vraiment là-dedans. Alors que, par exemple, moi, j'ai été actionnaire chez Air Liquide. Air Liquide, vous le savez, au bout de 10 actions, il y en a une qui est offerte. Forcément, il y a de la dilution, mais c'est compensé par la croissance vraiment constante. Et depuis, Air Liquide a fait ses preuves, on ne peut pas lui enlever, et continue de les faire. Donc, il y a de la dilution, mais on va dire, mea culpa, elle est tolérée, et elle est tolérable. Voilà. Tout à fait. Et à l'inverse, ce qu'on veut plutôt voir, c'est des entreprises comme Apple qui nous sortent c'est 110 milliards, 110 milliards, 110 milliards de rachats d'actions à leur dernière annonce de résultats, la Q1 2024. C'est le genre de chiffre qu'on aime voir. Hein. Ouais. Parce que forcément, c'est comme l'inflation, c'est un gâteau géant, donc moins il y a de parts de gâteau, plus une part vaudra cher. Ouais. Il y a une croissance qui va diminuer, en tout cas pour ce trimestre de Apple, mais ça va être une société qui, malgré la décroissance, vraiment, je pense pas que ça va durer. Moins 4,3% le chiffre d'affaires sur Q1 2024 par rapport à Q1 2023. Donc malgré cette décroissance, l'entreprise va récompenser gracieusement les actionnaires en offrant du rachat d'actions. Donc les actions seront toujours mieux valorisées, ça va créer toujours plus de valeur à leurs actionnaires, et ça, c'est très important. Par exemple, Texas Instruments, pour en reparler un peu. C'est le pro du rachat d'actions, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'est impressionnant. Le chiffre d'affaires ne grandit pas. Alors vraiment, le chiffre d'affaires de Texas Instruments, vous le regardez, vous flippez, mais c'est une allocation du capital qui est excellente. Tous les free cash flow vont être réalloués en dividendes et en rachat d'actions, et les rachats d'actions seront faits correctement. Ça, c'est magnifique. Hein. Pas comme PayPal qui fait n'importe quoi. Texas Instruments va vraiment racheter ses actions à des prix là où la valorisation est très basse, et c'est excellent parce que la valeur que ça va apporter aux actionnaires, c'est vraiment énorme. Bon, c'était pour reparler de Texas Instruments, mais j'en ferai une vidéo. S'il n'y a pas de croissance de chiffre d'affaires quand même... franchement, je me suis jamais penché sur Texas Instruments, donc je pourrais pas te... Sur le screener, elle est bien notée. Hein. C'est vrai que sur l'application IQ Invest, sur le Quality Stock Screener, elle a une note de 15 sur 20. Et pas toutes les entreprises ont 15 sur 20. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Je pense que si on devait faire un ratio, il y aurait à peu près 10% des entreprises dans le monde qui ont... Même peut-être un peu moins. Même un peu moins, je pense. Je pense moins, je pense un peu moins. Ok, très bien. Écoute, maintenant qu'on a parlé un peu de l'analyse quantitative, donc l'analyse quantitative, pour faire une petite piqûre de rappel, ça va être vraiment les chiffres. L'analyse quantitative, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. On regarde les chiffres d'une entreprise, c'est hyper facile de trouver des chiffres, vous avez plein d'outils qui existent, que ce soit Zone Bourse, même sur Internet, vous pouvez trouver des ratios sympas sur Yahoo Finance, par exemple, vous pouvez regarder même sur Google Finance. Ça, c'est pour les outils gratuits, mais après, vous avez des outils payants. Vous avez l'application IQ Invest, par exemple. Mais c'est la partie la plus simple, l'analyse quantitative, et c'est ce qui vous permet très rapidement, en 5-10 minutes, de savoir si une entreprise vaut la peine d'être analysée un peu plus en profondeur ou pas. Voilà. Tout va être noté de façon dans les rapports annuels, donc c'est le plus compliqué. Des fois, ça va être de trouver les chiffres, ou en tout cas le plus fastidieux de trouver les chiffres, parce que c'est bien quand même de faire une analyse quantitative sur un peu de recul. Vous n'allez pas regarder les chiffres que de cette année, parce que sinon on ne peut pas voir la croissance. C'est ça. Ce qui est compliqué avec l'analyse quantitative, c'est de trouver les données historiques et de remonter à 10 ans dans le passé. C'est souvent ça qui est compliqué. Mais je lui ai demandé, il y travaille. Oui, alors... Parce que c'est pénible. Parce que franchement, moi j'aime bien remonter à 10 ans. Toi aussi 10 ans? Ouais, effectivement. Et je te coupe vite, mais donc moi j'aime bien remonter sur 10 ans d'ancienneté, enfin 10 ans d'historique. Ouais. Et pour trouver 10 ans d'historique rapidement, parce que pas rapidement c'est faisable, hein, vraiment, il y a tout, c'est obligatoire, donc il y aura tout de marqué, mais de trouver ça rapidement et consciencieusement, donc les bons chiffres, c'est compliqué. Franchement, c'est long. Donc, je lui ai demandé, il y travaille. J'aimerais bien plus rapidement, mais voilà. Mais effectivement, mon objectif, ça
ça serait d'avoir l'évolution de tous les ratios en fait sur les 10 dernières années, voir si on peut avoir plus, si on peut remonter jusqu'à 15-20, Ouais, ce sera parfait. c'est l'idéal. Mais aujourd'hui, effectivement, on a des moyennes sur les 10 dernières années sur l'application IQ Invest. Donc, par exemple, la moyenne du ROCE, enfin, c'est la médiane d'ailleurs, c'est même pas la moyenne. Donc, la médiane du ROCE, la médiane de la croissance du chiffre d'affaires par action, de la croissance des free cash flow par action, Dividende. du dividende par action également. Donc voilà, ça permet d'avoir comme ça une idée de ce que vaut l'entreprise sur les 10 dernières années. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment pouvoir reconstituer l'historique d'une entreprise sur les 10 dernières années, que ce soit avec, par exemple, un récapitulatif du bilan de l'entreprise sur les 10 dernières années, mais aussi avoir donc, en graphique l'évolution de tous les ratios, mais aussi avoir l'évolution de la note quantitative de l'entreprise sur les 10 dernières années. Et ça peut être pas mal. Même si vous n'êtes pas forcément d'accord ou si vous n'utilisez pas forcément les ratios qui sont dans l'application, au moins d'avoir toutes les données financières. Voilà. Vous prenez, vous piochez, vous faites votre méli-mélange. Toi, tu prends le ROCE, moi, je prends le ROE. En sachant que l'idéal de l'idéal, ce serait de pouvoir, dans l'application, faire sa propre note. Ça arrivera ? Ça arrivera un jour. Je sais pas quand. J'ose espérer. Mais la pression. Ça va arriver parce que l'idéal, ça serait voilà, il y a une note par défaut qui est proposée par l'application, mais si ensuite tu as envie d'aller plus loin, de modifier toi-même tes ratios et de créer ta propre note quantitative sur le screener, que tu puisses le faire. D'ailleurs, créer sa note soi-même, c'est possible, mais que sur le fondamental. C'est-à-dire ? En ce moment-là, oui, sur l'application. Oui, sur l'application, effectivement, il y a parce que c'est possible sur le quantitatif et sur le fondamental. Bon, on en reparlera dans la partie fondamentale, dans ce cas-là. Tout à fait. Rebondissons dessus. Bah écoute, effectivement, l'analyse fondamentale, donc la deuxième étape. Donc vous avez trouvé une entreprise qui correspond à vos critères d'investissement, qui a une croissance qui est dans les clous, etc. Bref, on va pas refaire tout le chantier. Donc la deuxième étape, ça va être l'analyse fondamentale. Donc là, et là, c'est un grand moment. Qu'est-ce que toi tu fais ? Qu'est-ce que tu vas regarder ? Où est-ce que tu vas concrètement pour faire ton analyse fondamentale ? Alors déjà, moi personnellement, pour l'analyse fondamentale, je vais tout de suite opter pour des entreprises qui vont être relativement simples à évaluer, en tout cas fondamentalement. Dans le sens où je vais pas me pencher sur des financières. Ouais. Allez lire... Enfin, les bancaires surtout. Ouais, les bancaires. Ou les assurances. Bah, j'ai des assurances en portefeuille, du coup. Mais en tout cas, les financières, vraiment les bancaires, allez voir leur rapport annuel si ça vous intéresse. Franchement, si on n'a pas fait Bac+5 en comptabilité et en audit, c'est incompréhensible. Franchement, c'est incompréhensible, quoi. Et le produit net bancaire, etc., etc. Bref, c'est vraiment, ils ont une façon de calculer, une façon d'interpréter les chiffres qui est complètement, mais à eux. Et les entreprises, en règle générale, par exemple, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Enfin, c'est un chiffre d'affaires, il n'y a pas de résultat net, ça va être le produit net bancaire, etc. C'est très particulier, donc déjà, moi, j'évite tout ce qui est secteur trop compliqué. Ça va faire gagner du temps. Les assurances, j'ai Markel, je pense que vous connaissez peut-être, Markel Assurance. Un peu le Berkshire Hathaway. Ouais, du pauvre. Non, c'est un Berkshire Hathaway jeune. C'est ça. Très très bien géré. En plus, là, ils ont sorti des super chiffres, donc c'est plutôt pas mal. J'ai United Health, donc le mastodonte américain de l'assurance santé. Le numéro 1 du Dow Jones, première position du Dow Jones. Voilà, donc deux très bonnes sociétés. Bref, l'analyse fondamentale, donc je recherche déjà des entreprises simples à analyser, relativement simples, j'évite les trucs compliqués. Ensuite, je vais aller tout de suite me pencher dans le rapport annuel. Ouais. Parce que le rapport annuel, ça en dit long. Il y a tout. Il y a tout dans le rapport annuel. Il y a vraiment tout. Et où est-ce qu'on trouve les rapports annuels ? Vous mettez la société, on va prendre Pernod Ricard, vous la situez tous je pense, Pernod Ricard, espace investisseur, ouais. Tout simplement. Ou Investor Relations en anglais. Ouais. Mais même vous mettez United Health investisseur, vous allez trouver tout de suite, voilà, donc c'est vrai. Vous prenez pas la tête, investor ou investisseur, vous trouverez tout de suite, c'est obligatoire, donc vous allez les trouver, hein, c'est pas possible de faire autrement. Et très rapidement, parce que encore une fois c'est obligatoire, le rapport annuel. Dans le rapport annuel, vous allez cliquer, vous allez voir, il y aura 400-600 pages des fois.
Il n'y a pas besoin de tout lire. Il n'y a vraiment pas besoin de tout lire, sinon on sera encore à la Non. première action à analyser. Vous allez voir les grands titres, il y aura les risques. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le rapport annuel, il va y avoir plusieurs parties. Par exemple, il va y avoir le parti du business model. Le business model va être expliqué sur 50 pages. Mais en fait, vous prenez la première page, tout va être expliqué, et les 49e autres pages, ça va être les points par point, détaillé. Ça dépend des structures des rapports annuels. Ouais. Mais c'est vrai que... Généralement, c'est assez structuré pareil. En tout cas, niveau risque, etc. En tout cas, oui, c'est à peu près ça. Après, il y a quand même Ça quelques différences entre les sociétés américaines et les sociétés européennes. Par exemple, en France, c'est quoi? C'est le DEU, le document d'enregistrement universel, notamment. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est le 10K. C'est ça. Et puis après, même pour la comptabilité, il va y avoir l'US GAAP. Ouais. Et les normes IFRS, donc internationales. Ouais. Mais effectivement, dans les rapports annuels, on trouve toutes les informations. Et ce qui est le plus important de lire dans les rapports annuels, c'est la partie business model. Donc le business model, c'est quoi? C'est comment une entreprise gagne de l'argent. Tout simplement. Voilà. Mais c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Moi, c'est ce que je regarde. Il va y avoir tout, hein, même son histoire. Il y aura une partie de l'histoire. Il y a son histoire, il y a les risques, très important aussi. Ouais, les risques. Le management, souvent. Ouais, tout le temps, même l'actionnariat, etc., la structure du capital. Moi, personnellement, je pense que tu le fais aussi, mais j'aime bien regarder les risques parce que de connaître les risques d'une société, alors forcément, il y en a, ils vont clignoter en rouge, etc. Mais c'est normal, ils sont obligés de marquer ces termes-là. Par exemple, je sais pas, c'est chez Société Générale, il y aura des risques de crédit. Mais c'est logique, c'est normal. Faut pas prendre peur. Toutes les bref. Et investir comporte des risques. Investir comporte des risques, tout simplement. Donc, de connaître ces risques, ça va permettre d'être mieux préparé. C'est-à-dire que si votre action décroche un peu dans votre portefeuille, parce que il y a eu un événement qui s'est passé, généralement cet événement va être prévu et anticipé dans la section risque. Le fait de connaître ces risques, vous serez mentalement plus serein que votre action décroche un peu en bourse, pas qu'elle plonge, hein, sinon évidemment voilà, mais que votre action décroche un peu, au moins vous vous dites, mais en fait je le savais, c'était inscrit dans les risques. Vous serez préparé et ça évitera de faire l'erreur de la vendre parce que la baissé de 5%, 10%, etc. Ça fait partie du cycle de la vie. Hein. Voilà, donc les risques, très importants, business model, très important. Tu regardes quoi d'autre, toi? Alors, moi j'aime bien commencer effectivement par les rapports annuels. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la source d'information un peu la plus pure, entre guillemets, sur laquelle on est le moins biaisé. Donc même peut-être avant le rapport annuel ou en parallèle des rapports annuels, j'aime bien aussi regarder le site internet de l'entreprise. Oui. Parce qu'on peut souvent trouver beaucoup de choses sur le site internet de l'entreprise. Je pense à une analyse que j'ai fait par exemple sur Vinci. Vinci, ils ont sur le site internet toute une page avec toute l'histoire de l'entreprise, c'est super bien fait. Ils ont, parce qu'ils ont différents pôles d'activité, Vinci, et pour chaque pôle d'activité, il y a une page sur le site internet qui explique ce pôle d'activité, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment. Et c'est hyper bien détaillé. Je prends l'exemple sur Evolution AB aussi. D'accord. On a une partie sur le site où il y a tous les clients d'Evolution AB qui sont renseignés. Donc vraiment, sur le site internet des entreprises, on peut déjà trouver énormément d'informations. Ensuite, le rapport annuel. Moi, j'aime bien prendre le dernier en date. Oui, moi aussi. Je sais qu'il y a les investisseurs professionnels prennent souvent les 5 derniers. J'ai pas le temps. C'est très long. Franchement, prenez, sachant qu'il y aura... Le dernier, c'est déjà très bien. Ouais, le dernier, c'est déjà très bien parce que les risques seront identiques. Puis vous n'êtes pas obligé de tout lire mot pour mot. Hein. Vous le survolez en diagonale. Il y a des choses qu'on connaît, les parties que vous connaissez pas, vous pouvez les lire approfondies. Si vous comprenez pas l'anglais, on en a parlé dans le dernier podcast, copier-coller dans ChatGPT. Terminé. Oui, ChatGPT mieux que Google Traduction, je trouve. Pourquoi? Parce que ChatGPT comprend les termes, le jargon. Il comprend le jargon et il est capable de vous le retranscrire en jargon français. Alors que Google Traduction va avoir tendance à traduire mot pour mot et des fois ça veut rien dire. Je suis d'accord. J'ai essayé les deux parce que j'ai pas le même niveau que toi, mais j'ai essayé les deux et ChatGPT quand même haut la main, bas tout ça. Tout à fait.
Donc, rapport annuel. Ensuite, moi, j'aime bien aussi regarder Trimestre. le conf call d'abord. Une fois que j'ai regardé le rapport annuel, je regarde le conf call, donc le dernier conf call annuel. Parce qu'il y a deux types de conf call en général. Il y a le conf call annuel et le conf call trimestriel. Donc, j'aime bien regarder le conf call du rapport annuel en question que j'ai lu. Mhm. Pourquoi ? Parce que on a souvent, le CEO a souvent un mot qu'il dit au début. Enfin, il parle de l'entreprise, de la stratégie, etc. Et c'est toujours intéressant à écouter. Et ensuite, j'aime bien également regarder le dernier rapport de résultats trimestriels, sauf si c'est le rapport annuel, le dernier en date. Et là, je regarde aussi le conf call par rapport à ce rapport trimestriel. Pour rebondir, moi par contre, Ouais. je n'écoute très peu de conf call. Ah ouais ? Ouais, très peu de conf call parce que le patron, pour moi, ça va être le meilleur vendeur. Ça va être le meilleur vendeur de l'entreprise, forcément. Chacun prêche pour sa paroisse. Donc, d'écouter quelqu'un, parce que le but d'une analyse quantitative et d'une analyse fondamentale, c'est d'avoir son propre avis. Oui. Même si quelqu'un nous l'a conseillé, toi, tu vas parler d'évolution AB, etc. Moi, je t'ai parlé de Texas Instruments. T'as évolution AB, moi, j'ai Texas. Voilà. Ouais, j'ai toujours du mal avec les conf calls. Alors, il y en a que j'écoute, hein. Il y en a des très bonnes, par exemple Bernard Arnault pour LVMH, je les écoute à chaque fois, c'est très intéressant, mais c'est vraiment pas quelque chose que je regarde, que j'écoute principalement parce que le patron va toujours avoir tendance à dire C'est que vrai. son entreprise est très bonne, a eu plein de croissance. J'ai écouté rapidement la conf call de Téléperformance. Le patron, droit dans les yeux, nous dit qu'il faut pas avoir peur de lire. Il y a qu'à regarder les chiffres, il y a Oui, qu'à effectivement. regarder les stats. On voit qu'elle est en train de se faire mais ronger par l'IA. Et en tout cas qu'elle est mal préparée à pivoter. Alors que le patron dit l'inverse. Donc, moi, je regarde pas forcément, en tout cas, j'écoute pas forcément. Par contre, je suis d'accord avec toi, j'aime bien quand même lire la petite lettre de départ, mais ça elle est disponible dans le rapport annuel ou dans le... Mais on n'a souvent pas les mêmes choses qui sont dites à l'oral. Ouais, c'est vrai. On n'a souvent pas les mêmes choses qui sont dites à l'oral et les conf calls sont même parfois très intéressantes. Moi, j'ai l'exemple, la meilleure conf call que j'ai écoutée, c'est celle de Partners Group. Ah oui. Alors, Partners Group, je crois que c'est une des analyses d'action qui a le moins bien marché sur ma chaîne, mais c'est un fonds Et d'investissement. pourtant, il y a eu le plus de suisse. travail. Ouais. Je crois que c'est une qui m'a demandé le plus de travail, effectivement. C'est un fonds d'investissement suisse dans le private equity, et leur conf call est passionnant parce que en fait, il y a un mec du board, j'ai oublié son nom, c'est un des cofondateurs, je crois, qui pendant 30 minutes parle de macroéconomie. Il parle de macroéconomie, des tendances par rapport à l'IA, par rapport à la technologie, par rapport au private equity versus les actions cotées. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et voilà, je ne peux que vous recommander d'écouter les conf calls de Partners Group, même si vous n'êtes pas actionnaire de la société, en fait, juste pour leur partie prévision, entre guillemets, économique, c'est super intéressant. Ok. Alors, petit tips encore une fois. Quand on arrive dans le rapport annuel, il y a 400, il y a 500, il y a même 600 pages des fois, ça fait peur. Ça fait peur. Et ce que je peux vous conseiller, pour en tout cas ceux qui vont commencer l'analyse fondamentale, c'est regarder les présentations, les slides, les PowerPoint, en gros, des entreprises. Parce que, tout est dit, hein, les slides, c'est censé être sympa et ludique à regarder. Et par exemple, moi je l'ai fait pour toutes les actions, mais pour Pernod Ricard notamment, les slides vont permettre de comprendre visuellement et très rapidement le business model de l'entreprise. Il y en a des plus ou moins bien faites, hein, parce qu'il y a des entreprises Amazon. Qui sont... Amazon, alors, j'ai jamais regardé, mais... Ah, c'est old school. Intuit, je crois que c'est les pires slides que j'ai vus. Mais Intuit, c'est une catastrophe. Mais globalement... Et il y en a qui font même pas de slides. Tu prends Apple, ils ne font jamais de présentation, que ce soit dans leur rapport annuel. Dans leur rapport annuel, c'est un 10K tout pourri. Vraiment, c'est un document HTML oui, mais un peu comme Berkshire Hathaway. En texte brut, exactement. Ouais. Et dans les résultats trimestriels, c'est pareil. Il n'y a pas de présentation, rien chez Apple. C'est un conf call avec 0 image. Et le rapport annuel, le rapport trimestriel, c'est le bilan. C'est tout. Il t'envoie le bilan, il n'y a rien d'autre. Ah ouais. C'est brut. Bon. Pourtant, c'est Apple, on pourrait s'attendre à... Mais non. Ouais.
Bon, en tout cas, si jetez un coup d'œil parce que ça peut vous faire gagner du temps et franchement, c'est sympa à voir quand même quand les slides sont bien faits. Ça vous fait gagner du temps, c'est ludique. Au moins, vous voyez grosso modo l'entreprise géographiquement, etc. Où est-ce qu'elle va être située. Moi, pour Pernod Ricard, c'est pas un conseil à l'achat. Loin de là, vous verrez la vidéo. Toi, tu l'as déjà fait. Moi, j'ai déjà fait une analyse dessus. Ouais. Moi, je l'ai faite. Elle sera sortie de toute façon. Mais faites vos recherches par vous-même, c'est très important. Mais regardez les slides. Quand elles sont bien faites, c'est très sympa à voir. Voilà. Donc ça va être les principaux documents. Et il y a un dernier tips aussi. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime regarder vraiment à la toute fin, pour le coup. Parce que si on regarde que ça, on a envie de tout acheter. Okay. Mais ce que j'aime regarder en toute fin d'analyse, peut-être il faut qu'on revienne après d'ailleurs sur le process de comment on structure nos analyses. Mais moi, le document que j'aime regarder en toute fin, c'est le rapport d'analyse Morningstar. D'accord. Ouais. Donc lui, il est disponible gratuitement sur Interactive Broker. Donc, je vous conseille à tous d'ouvrir un compte chez Interactive Broker, c'est gratuit. Même si vous n'achetez pas d'actions dessus, c'est pas grave. Au moins, vous avez accès à ces informations. Et pour beaucoup d'entreprises, pas toutes. Par exemple, Evolution AB, c'est pas disponible. Pour les plus grosses entreprises, on va dire les entreprises américaines, européennes, vous avez le rapport d'analyse Morningstar. Et là, il y a plein d'informations super intéressantes. Et il est mis à jour régulièrement en plus. Oui, il est mis à jour en général tous les trimestres. Bien. Et ils font une section en général sur la présentation du business model de la société, les forces, les risques. Ils font tout un paragraphe sur le moat. Et ce qui est très bien avec Morningstar, c'est qu'ils attribuent une note de moat. Donc, large, plutôt réussi. Très juste. Ouais. Et c'est soit large, donc grand, narrow, donc un moat petit, ou pas de moat du tout. Donc si on prend trois exemples, Total Energy par exemple, il n'y a pas de moat. Air Liquide, c'est un moat qui est petit. Et LVMH, c'est un moat qui est grand. Et en fait, ça va déterminer donc l'avantage compétitif de l'entreprise. Et leur section détaillée sur le moat est super bien faite. On a toutes les informations sur l'avantage concurrentiel de l'entreprise, pourquoi ils attribuent la note de large, narrow ou pas de moat à une entreprise. Et c'est super bien fait. Donc déjà, personnellement, on ne donne pas de conseil d'investissement, mais si je peux vous donner un conseil, c'est n'acheter jamais une entreprise qui n'a pas un large moat. Narrow, ça suffit pas. Pas de moat, il faut oublier. Ça suffit encore moins. Donc, trouvez toujours des entreprises qui ont un moat grand. Et dans ce rapport d'analyse Morningstar, voilà, il y a plein d'informations très sympas. Et surtout, il y a des informations que vous ne pourrez jamais retrouver par vous-même. Parfois, ils vous sortent des ratios, des parts de marché, des chiffres comme ça. C'est très bien synthétisé. Voilà, que seuls eux peuvent réussir à trouver. Et en plus, il y a toujours une section sur les concurrents. En général, ils donnent toujours 3 concurrents. Donc ça permet aussi d'avoir une petite vision du marché global sur cette entreprise. Ou même de trouver un concurrent qui est plus intéressant que l'entreprise qu'on exactement, moi c'était ce qui m'était arrivé avec Air Liquide. En faisant l'analyse de Air Liquide, je m'étais aperçu que Linde, donc Linde c'est le concurrent américano-germanique, ou germano-américain, comme vous voulez, qui en fait est bien meilleur que Air Liquide sur quasiment tous les points. En tout cas, niveau marge, moi j'avais vu, c'était des marges quand même bien supérieures. Croissance, tout, en fait, tout est meilleur que Air Liquide. Donc si jamais vous voulez vous exposer au secteur d'une des matériaux, de l'hydrogène, tout ça, Linde. Voilà. Je préfère Air Liquide, mais après, mais qui voit que par le PEA. Mais ok. Alors oui, je vais continuer sur ce que tu as dit. Et je pense que toi aussi c'est pareil. Moi, il y a quelque chose que je ne regarde pas forcément, ou alors je vais vraiment regarder ça en tout dernier, mais ma décision sera faite. Ça va être les notations d'analystes. Ouais. Les notations d'analystes, donc ça va être des conseils généralement conserver, acheter ou vendre, ou renforcer. Moi, je suis contre. Enfin, je sais pas que je suis contre, mais ça m'intéresse pas en fait de savoir qu'est-ce que pensent les analystes, parce qu'en semaine A, ça va être vendre ou renforcer, accumuler, et 3 semaines après, ça va être d'alléger ou tout vendre. Donc, le meilleur maître de notre portefeuille, c'est nous-mêmes. Oui. Et plus on écoute d'avis extérieurs,
généralement, plus on fausse notre propre analyse et notre vision du portefeuille. Quand on achète une position, le but, c'est, en tout cas pour ma part, ça va être de la conserver. Donc, c'est de faire des belles positions, de bien les construire. Et si toutes les semaines, on entend acheter, conserver, renforcer, accumuler, vendre, ça sert à rien. Ça sert à clairement, rien. je pense que c'est du bruit, ça sert à rien. Et c'est stressant parce que même nous, du coup, on nous induit en erreur parce que ça vous l'a pas échappé, on n'est pas analyste boursier, professionnel en tout cas. Donc, forcément, d'entendre des gens qui ont peut-être plus, et entre guillemets, vraiment plus de, plus de connaissances que nous là-dessus, c'est pas assez détaillé en fait, donc moi j'évite d'écouter ça. Les notations, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Mais à l'inverse, tu vois, là où je trouve que le rapport de Morningstar est super, et même les notations de Morningstar sont super, moi il y a 3 choses que je regarde vraiment sur lesquelles je m'appuie pour le coup de l'analyse de Morningstar. C'est la note de Moat, comme j'ai dit, la note d'allocation du capital. Il donne aussi une allocation, c'est soit... bonne. Alors il y a Exemplary, c'est la meilleure note, il y a Standard, et il y a mauvais, en gros, je sais plus quel est le terme, c'est mauvais. Mais ça c'est pareil, on va essayer de trouver toujours des entreprises qui sont notées comme exemplaires ou standard, mais jamais mauvais en allocation du capital. Et aussi il donne une fair value estimate, donc un prix estimé de l'action. Et en fait, contrairement à tous les autres analystes que vous pouvez trouver en général, c'est pas des objectifs de cours qui donnent. Les analystes souvent donnent des objectifs de cours. Donc ça va être souvent plus élevé que le cours actuel de l'action. Ouais. Et c'est vraiment basé, c'est un peu de l'analyse technique, quoi. C'est basé sur rien. Alors que Morningstar, ce qu'il donne, c'est une valeur juste estimée de l'action, où il se base vraiment sur les actifs de la société, sa croissance, etc. Et c'est souvent une valeur juste estimée qui est en dessous d'ailleurs du prix de l'action actuelle, sauf un cas où l'entreprise est sous-évaluée. C'était le cas par exemple de ASML fin d'année dernière. mais ouais, non, les analyses de Morningstar sont super et je vous encourage à les lire. À les lire après avoir fait votre analyse. Parce que voilà, si on lit que ça, on a envie de tout acheter. Sauf les entreprises qui sont notées comme pas de moat et allocation du capital médiocre. C'était terrible. mais effectivement, voilà. Lisez les rapports Morningstar. Je suis d'accord. Et à mon avis, ceux qui nous écoutent ont un PEA et l'ont sûrement chez Bourse Direct, qui est très bon d'ailleurs. Je vous encourage à en ouvrir un le plus tôt possible si ce n'est pas déjà fait. Oui. Des liens de parrainage seront en description, vous ferez vos choix. Leur estimation de cours, enfin leur estimation d'action, il est catastrophique. Il est vraiment catastrophique. N'écoutez jamais ce qu'ils disent, vous allez tout perdre. Voilà, c'était le petit tips. Aussi, ce que je voulais dire, tu en as parlé pour la notation, c'est intéressant de savoir comment va être notée une dette d'une entreprise. Ça va être généralement après le bilan, dans le rapport annuel. C'est très simple à trouver, ça va faire une ligne ou deux. Les triple A. Voilà, exactement. J'avais lu un petit bouquin... Bougez pas. Ouais, c'était les agences de notation. Les agences de notation de Norbert Gaillard. C'est l'ancienne version. Franchement, je l'avais pas acheté cher. Attendez, je l'ai surligné. Je l'ai surligné de partout. Le truc, il est en ruine maintenant. Et en fait, ils vont tout expliquer. Bon, en vrai, il est disponible sur Internet. Il y a des vidéos. Et franchement, il est très bien fait. Et vous allez voir que les sociétés ont des notes. Norbert Gaillard. Ouais. Les agences de notation. Ouais, franchement, très intéressant. Et vous allez voir que les dettes des entreprises vont être notées. Et j'avais été un peu surpris, je ne sais plus, je ne vais pas me tromper, mais il y avait une autre société qui était bonne, en tout cas fondamentalement qui était correcte. Voilà. Et par contre, il y avait une note qui était de BBB. Donc, c'était par Standard & Poor's. Et ça m'avait un peu refroidi parce que cette note-là, c'est pas une note excellente pour une entreprise. Donc j'avais continué un peu à regarder et en fait l'allocation de comment était utilisée la dette et même les remboursements, on voyait que c'était pas top. Du coup, j'avais préféré passer mon tour. C'était sur quelle société tu travailles ? Justement, je vais pas me tromper, je crois que c'était sur Pernod Ricard. Pernod Ricard ? Je sais plus. Okay. Téléperformance. Téléperformance. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. C'était Téléperformance, ouais. Ok. Oui, c'était Téléperformance.
Donc ça m'avait un peu... et ça fait vraiment une ligne, hein. Ça va être après le bilan, il y aura une note, ça va être endettement net, Mhm. enfin endettement de la société, et il va y avoir, c'est obligatoire, il va y avoir la note des agences de notation, en tout cas de la principale, qui est en charge du dossier, et c'est toujours en plus à lire, hein, c'est très simple à trouver, donc voilà, au moins ça fait que confirmer vos recherches, Ou infirmer. ou affirmer, voilà, Ouais. ou réorienter même vos recherches d'une action. Très bien. Du coup, une fois que tu es allé plonger dans tous ces documents, etc., comment tu structures ton analyse fondamentale? Est-ce que tu as un plan? Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes? Est-ce que tu catégorises certaines informations? Comment tu fais? Ou est-ce que tu fais tout comme un artiste? Alors, il y a un peu, je pense que ça va avec le stock picking. Toi, t'es plutôt cartésien, t'es plutôt pragmatique cartésien. Moi, j'aime bien me balader dedans. Après, j'ai des points quand même structurés, hein. Faut vraiment que je regarde, par exemple, est-ce que la société est monoproduit ou pas? Est-ce que la société est bien répartie? Le chiffre d'affaires est bien éclaté sur plusieurs pays? Est-ce que, par exemple, les sites de production, quand on vend des produits, sont bien répartis, ou est-ce que c'est produit qu'en Chine ou qu'en Amérique du Sud, etc. On l'avait vu pour Total, par exemple, et puis le pétrole, ils sont pas en Auvergne, ils sont dans des pays à risque, donc forcément, il y aura une partie du business qui sera risquée. Au moins, on le sait, mais de faire une analyse fondamentale, au moins, on est au courant. Ouais. Donc oui, ça va être principalement la répartition géographique, la répartition des ventes. Qu'est-ce que je vais regarder? Bon, il y a plein de points que je regarde, hein. Je me balade entre les slides. Ouais, c'est moins structuré que toi, c'est vrai. Alors, attends. Toi, tu vas regarder quoi? Alors moi je découpe en plusieurs... alors moi ce que j'aime bien faire c'est j'ouvre un bloc-notes. Ouais. Moi je prends mes notes sur l'application Notes d'Apple tout simplement. Pas Notion? Alors j'aime bien l'application Notes d'Apple pour ça. C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est vrai que je pourrais le faire sur Notion pour ceux qui connaissent Notion. C'est une application Notion, faut le prononcer comme vous voulez. Non mais effectivement donc moi j'aime bien donc, prendre des notes en même temps. Et ce que je vais faire c'est que ça va dépendre des entreprises, mais soit le business model d'une entreprise est très simple à comprendre. Voilà, vous avez un LVMH par exemple, tout le monde sait ce que fait LVMH, McDonald's pareil, mais il y a des entreprises qui sont plus dures à piger, typiquement Evolution AB. Le business model est pas évident à comprendre au premier abord. Donc souvent je me fais une section business model où je vais essayer de découper en points précis le business model. Voilà. Et ensuite ce que j'aime bien faire c'est une section force, risque. Donc les forces, tous les points forts de la société, risques, tous les risques. Ensuite, j'aime bien me faire une section moat, où je vais essayer de lister 4-5 points essentiels qui font, selon moi, le moat de l'entreprise, donc son avantage compétitif. Et ensuite, ce que j'aime bien faire en dernière section, c'est les scénarios catastrophes. Ouais. Parce que comme dit Charlie Munger, invert, always invert, enfin, comme disait Charlie Munger, parce que maintenant, malheureusement, il est décédé. Mais une section donc scénario catastrophe où là l'objectif c'est petit exercice mental entre guillemets, on se pose, on se dit qu'est-ce qui pourrait mal tourner pour la société, quels sont les scénarios qui feraient que la société dans 10 ans n'existe plus. Si on donne un exemple, voilà, le dernier exemple en date, Google, les deux scénarios catastrophes, il y a plusieurs, je crois que j'en avais noté 3. Mais de mémoire, j'avais dit par exemple l'intelligence artificielle. Ouais, on peut imaginer que dans 10 ans, l'IA est arrivée et a totalement disrupté le business model de Google et qu'on n'utilise plus de moteur de recherche mais qu'on fait tout par intelligence artificielle. Voilà, c'est une possibilité. Et également, on peut imaginer un scénario de réglementation antitrust où Google se fait taper dessus par le gouvernement américain et ce qui est d'ailleurs probable, et qu'ils soient obligés en fait de splitter leur activité et de faire plusieurs entreprises différentes, par exemple une pour le moteur de recherche, une pour YouTube, une pour les téléphones, une pour, j'en sais rien moi, autre chose, enfin bref, voilà, qu'ils soient obligés de séparer leurs différentes activités. Et j'en ai vu un troisième, je sais plus ce que c'est. Enfin bon, voilà, c'est en gros réfléchir à des scénarios qui pourraient faire que l'entreprise sur laquelle vous investissez n'existe plus dans 10 ans, et après à vous de déterminer si ces scénarios sont probables ou pas, selon vous, et est-ce que vous êtes à l'aise avec ces risques
sur la société sur laquelle vous voulez investir, quoi. Voilà. C'est C'est vrai. comme ça que je structure mon analyse. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai ma petite checklist. La fameuse. J'ai ma petite checklist qui me permet d'avoir une petite note fondamentale. Qui est disponible, si vous voulez, dans l'application. Parce Tout à qu'au fait. moins, vous Mais pouvez la remplir. c'est pas la même parce qu'en fait, je l'ai mis à jour. Ah. Avant, ma checklist était sur 20 questions. Donc en fait, ça va être très simple, c'est des questions sur l'entreprise et on répond par oui ou par non ou par neutre. Mais d'ailleurs, maintenant, Mais j'ai on peut faire un décidé... complément. Oui. Oui, on peut mettre une Ouais. justification. Et j'ai retravaillé cette checklist. Avant, il y avait 20 questions, maintenant, il n'y en a plus que 10. Pourquoi ? Parce que je trouvais qu'il y avait trop de questions, c'était trop redondant. Et voilà, l'objectif, c'est de répondre à une question par oui ou par non. Faut éviter de mettre neutre. En fait, maintenant, j'essaie de plus mettre neutre. Je me dis, si c'est neutre, c'est que j'ai pas assez creusé le... Il y a toujours... Ça va toujours pencher plus Exactement, vers un c'est vrai ou toujours faux. plus vers un oui ou vers un non, donc j'essaye de plus mettre neutre. Donc une question, ça va être soit oui, soit non. Donc un exemple tout bête, c'est est-ce que l'entreprise a des revenus qui sont prédictibles ? Oui ou non. Dans le cas de Google, par exemple, ils sont prédictibles, parce qu'on a des Google pubs, Ads. parce qu'on a des souscriptions. Donc on peut vraiment prédire la récurrence des revenus et la croissance des revenus. Comme Netflix, si vous voulez un autre Voilà. exemple. Mais on a dans d'autres entreprises qui ne sont pas prédictibles. Par exemple... VMH. Non, c'est plutôt prédictible, les VMH. Même si... Ah, quoique, Bah, non, c'est ça vrai, a il de n'y a la pas... consommation cyclique, C'est vrai. Consommation cyclique, il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est Covid-19, moins cyclique, c'est beaucoup moins cyclique... Enfin, c'est beaucoup plus cyclique que le VMH. Mais si on devait prendre un exemple typique d'entreprise non prédictible, ça va, moi, Tesla. Tesla, c'est pas du tout prédictible comme revenu. Tesla, ouais. Par contre, Amazon, Amazon, c'est très prédictible pour le coup. c'est très prédictible. Parce qu'ils ont leur segment cloud, qui est très prédictible. Ouais. Mais après, il y a Ils quasiment ont, 60%. ils ont Amazon Prime, ils ont quand même... Alors Ouais. après, j'ai jamais analysé Amazon, enfin j'ai Ouais, pas parce que encore je sais qu'ils analysé ont quand Amazon, même 60% donc je sais pas qui- quel est le pourcentage de revenus qui viennent des souscriptions et du cloud dans le mix de revenus Amazon, mais... Ouais, je ferai un petit post Insta, je pense, pour voir ça. Je vais me pencher dessus. Voilà, donc ça va être 10 questions. Dans les 10 questions, on a, voilà, est-ce que le management est skin in the game, par exemple. Très important, donc c'est-à-dire est-ce que le management est impliqué dans l'entreprise, est-ce qu'il est aligné avec les actionnaires, et ça va pouvoir être vérifié par plusieurs points. Déjà, si c'est une entreprise familiale, ça va être oui. Si le fondateur est PDG, ça va être oui. Donc fondateur PDG, c'est par exemple... Paul Ricard. Enfin, non. Non, c'est plus le fondateur ouais, maintenant, c'est mais... petit-fils. Téléperformance. Monsieur Daniel Julien, c'est le fondateur historique de Téléperformance. Donc tout son argent est dans Téléperformance. De toute façon, vous allez le voir dans la répartition du capital, il y aura marqué une ligne généralement Nvidia. Nvidia, c'est le fondateur qui est Nvidia, PDG. par exemple. Intuit aussi, c'est toujours Intuit, le fondateur qui est CEO. Par exemple, Google, ce ne sont plus les fondateurs. Non, mais ils sont toujours au board. Mais ils sont toujours au board, Ils sont toujours au avec board. des gros Voilà. pourcentages de vote. Dans le skin in the game, on peut aussi avoir l'ancienneté du management. S'ils sont là depuis 30 ans, ils vont être plus impliqués qu'un CEO qui vient d'arriver depuis 5 ans. Par exemple, Air Liquide, ce que j'aime beaucoup chez Air Liquide, c'est quand en 100 ans ou 150 ans, il n'y a eu que 6 PDG différents. Ouais. Ou même moins. Enfin, c'est impressionnant la stat. Je l'ai plus en tête, mais vraiment les entreprises comme ça, avec des PDG qui durent longtemps et forcément que la croissance soit au rendez-vous, ça prouve que l'entreprise est bien gérée. Texas Instruments, c'est pareil, il y a eu très peu de PDG. Tout à fait. Et il y a toujours une création de valeur constante et en augmentation pour les actionnaires, ce qui prouve que la société va plus vers le bon que le moins bon. Pour moi, l'exemple typique de skin in the game, c'est LVMH. Hein. C'est LVMH, c'est presque une PME. C'est mafia. C'est presque une PME familiale. Hein. C'est la boulangerie du quartier. Il y a 60% de l'entreprise qui est détenue par la famille Arnault. Et le fondateur Bernard Arnault est CEO. Donc là, on a un double. C'est le skin in the game absolu. C'est impressionnant. LVMH. Donc forcément, le skin in the game, ça veut dire que la direction de l'entreprise va être alignée avec ses actionnaires, puisque eux-mêmes sont impliqués en tant qu'actionnaires dans la société.
Voilà. Mm. Et je pense que c'est Ouais, un bon point sur l'analyse c'est bon. fondamentale. Mm. Ouais, et puis du coup, ensuite, est-ce que toi, tu regardes la valorisation d'une entreprise? Alors la Son prix. valorisation, alors, on pourrait même en faire une vidéo, je pense, Ouais. parce que c'est vraiment un point très particulier, parce que ça va permettre de voir, en tout cas permettre de savoir. Déjà, quand est-ce que tu regardes la valorisation? Je serais tenté de dire à la fin, mais je peux pas m'empêcher de voir premier truc que je fais. Il Oui, faut on a- pas le faire, mais forcément qu'on regarde le prix de l'action, le PRU, et qu'on regarde son cours de bourse. Ah, faut pas me mentir, moi, avant toute chose, ce que je fais, c'est que je jette un petit coup d'œil, mais sans faire une analyse, hein, ça m'intéresse pas, mais pour savoir est-ce qu'on bat les plus haut ou est-ce qu'on est en plein retracement ou en pleine correction. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Après, c'est juste à titre indicatif uniquement, ça Ouais. m'intéresse pas dans l'analyse. Ouais, effectivement. Mais tout ce qui va être valorisation, alors, depuis que maintenant il y a l'application, c'est vrai que je l'utilise pas mal, quand même pour la Ça te valorisation. fait plaisir. Ouais, non, franchement, non, c'est pas de la pub, hein, mais c'est vraiment pas mal, c'est bien fait. Sinon, ça va être le PER, principalement. Le PER, après, PER du secteur, PER de l'action historique, et PER, PER moyen historique, PER de l'industrie, et PER du moment. Après, ça va être le PBR, le Price to Book Ratio, donc combien vaut la valeur de l'entreprise, en gros la valeur comptable de l'entreprise, qui est un bon indicateur pour moi. Après, forcément, les entreprises quality, les ratios ont plutôt tendance, en tout cas en ce moment, à être élevés. Il n'y a que Meta et Google pour l'instant qui restent relativement, raisonnablement valorisés, mais ça va être principalement ça. Ouais. Je vais plutôt acheter une action pour son business model et sa croissance, etc. C'est vrai que la valorisation d'une société, je vais pas l'acheter sur un plus haut forcément, Oui. mais ça va pas être le plus gros point, vu que j'achète généralement une entreprise pour du long terme, sauf si je me suis trompé par exemple pour Sanofi, etc. Mais peu importe le point, je vais pas essayer de gratter les 5% de baisse, etc. Vu que ça va être sur le long terme, Ouais. je préfère que ça réduise un peu mon rendement final, espéré et potentiel. Je préfère mettre vraiment toutes mes forces et toute mon énergie dans l'analyse fondamentale et quantitative, principalement fondamentale. Et ensuite, la valorisation, c'est vrai que c'est le point que je regarde, hein, mais pas. Ouais, effectivement. Je le pousse pas plus que ça, à tort ou à raison. Disons que je pense qu'il y a un peu deux philosophies d'investissement là-dessus. Il y a la philosophie value, où potentiellement tu vas regarder la valorisation en premier. Parce que tu vas Tu faire vas ton regarder argent sur la exactement valorisation. si une entreprise est décotée. Et dans ces cas-là, si elle est décotée, tu vas aller creuser le business model pour savoir si elle est décotée à tort ou à raison. Ce que beaucoup de gens qui disent faire du value ne font pas. C'est scandaleux. Beaucoup de gens qui disent faire du value regardent si une entreprise est décotée et en général l'achètent, mais ne vont pas plus loin et ne se posent pas la question de est-ce qu'elle est décotée à tort ou à raison, ce qui est le fondement même de l'investissement value. Mais bref. Et ensuite, on a, je pense, la philosophie quality, qui est en tout cas plutôt la mienne, qui est de dire on regarde pas du tout la valorisation, bon, même si on a toujours un peu une idée de si elle est sur ou sous-évaluée en ce moment, mais l'idée c'est qu'on ne regarde jamais le prix d'une action, limite, dans un investissement quality, on ne doit même pas connaître le prix d'une action avant d'avoir fait son analyse quantitative et fondamentale. Et la valorisation, et moi c'est pour ça que ça vient toujours en dernier dans mes vidéos, ça vient à la fin, et une fois qu'on a dit ok, cette entreprise elle est de qualité, elle m'intéresse, elle a un bon business model, elle a des bons fondamentaux, je suis confiant d'avoir cette entreprise en portefeuille pendant 10, 15, 20 ans, dans ces cas-là, on regarde le prix. Si elle est sous-évaluée, très bien, on peut mettre une cartouche. Si elle est surévaluée, on la met en watchlist, on attend qu'elle corrige. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre de décision d'achat sur une valorisation. Enfin, pas de décision d'achat, pardon, mais de décision de boycotter, analyser une entreprise parce qu'elle est sous-évaluée. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je regarde pas une entreprise parce qu'elle est sous-évaluée. Je regarde une entreprise d'abord pour sa qualité et pour son business.
Et ensuite, si elle est sous-évaluée, bah, c'est un plus et c'est ce qui va faire que je vais l'acheter. Par contre, effectivement, j'ai pas envie de surpayer une action, donc j'achèterai jamais une action trop chère comme Novo Nordisk, par Ouais. exemple. Ou ASML en ce moment. ASML en ce moment, il est beaucoup trop cher. Mais Google. Microsoft est beaucoup trop cher. Nvidia est beaucoup trop cher, même si Nvidia, d'ailleurs, je l'ai viré de ma watchlist. Ah ouais? Ouais, je l'ai enlevé de ma watchlist parce qu'en fait, je pense que je me suis Un peu emballé. un peu emballé dessus et c'est pas une entreprise sur laquelle j'ai envie d'être positionné pour les 10 prochaines années, tu vois. Bah non, c'est une entreprise qui vend des puces. Bon, alors là, Je pense vais me que faire tuer. on pourrait faire une vidéo entière sur Nvidia, mais parce que c'est une action de dingue. Mais est-ce que, et on le sait très bien, que le top 10, des entreprises du S&P 500 en 2010 est différent qu'en 2020, 2030. Est-ce que Nvidia sera encore en pole position dans 10, 20, 30 ans? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir du changement, ce qui fait partie des choses. Personnellement, je pense pas. Je trouve que c'est un secteur qui est très disruptif et très rapide, en tout cas à pivoter, etc. Il y a des nouveaux entrants qui arrivent et qui plient le game en deux. Littéralement, IBM, AT&T, ils n'ont rien pu faire face aux nouveaux entrants. Kodak, etc., Nokia, c'est des entreprises qui n'ont pas pu pivoter. Et pourtant, c'était des entreprises à l'époque, on n'était pas né forcément, enfin, en tout cas, on ne s'intéressait pas à ça. Mais c'était des entreprises qui étaient leaders et de loin sur leur marché, comme Nvidia en ce moment. Oui. Mais ils n'ont pas su se mettre à la page du jour. Mais au-delà, moi je pense que Nvidia sera toujours là dans 10 ans et sera toujours en position, en très bonne position dans 10 ans. Mais là où je pense, je suis pas d'accord en tout cas avec le marché, c'est que ce qui a fait exploser Nvidia, c'est l'IA. Mais en fait, c'est une mauvaise raison qui a fait exploser Nvidia dans le sens où, selon moi, c'est une société qui a bénéficié un peu du fait qu'on n'ait pas d'alternative et que on s'est rendu compte, enfin les big tech se sont rendus compte que pour entraîner des modèles d'IA, des large language models, en fait on avait des GPU qui étaient très performants, donc des GPU c'est Graphic Processing Unit, donc des cartes graphiques, mais ils ont pris les cartes graphiques et notamment les cartes graphiques d'NVIDIA pour construire les data centers parce qu'ils avaient rien d'autre sous la main et que c'était la seule alternative aujourd'hui. Mais c'est un choix de dépit, c'est pas un choix volontaire. Et il y a plein de sociétés comme Google qui sont en train de réfléchir à des manières de se passer des cartes graphiques, des GPU, et de construire des puces qui sont dédiées à l'intelligence artificielle et beaucoup plus optimisées à l'intelligence artificielle. Parce qu'une carte graphique n'est pas optimisée pour l'intelligence artificielle, c'est une carte graphique, elle est faite pour des performances graphiques. Et Google, par exemple, développe ce qu'ils appellent les TPU, les Tensor Process Unit, qui sont spécifiquement développés pour entraîner des modèles d'IA. On a Apple aussi qui développe les Neural Engine sur leurs puces. Il y a Qualcomm aussi. Microsoft aussi est en train de développer des puces pour l'IA. Et pour moi, Nvidia, c'est une société qui bénéficie d'un effet de... c'est la seule alternative aujourd'hui. Mais dès que des sociétés comme Microsoft, Apple, Google vont mettre au point des puces qui seront plus performantes, et ben Nvidia en fait n'aura plus d'intérêt et ça va redevenir une société de cartes graphiques pour gamers, grosso modo. Voilà. Et moi tu vois, je suis beaucoup plus à l'aise sur le secteur des semi-conducteurs d'acheter un ASML ou CLA par exemple que un Nvidia, parce que je pense que ASML par exemple ou CLA ont des modes qui sont beaucoup plus importants parce qu'ils interviennent en amont dans la chaîne de production et que ce soit un Google qui fabrique des TPU ou un Nvidia qui fabrique des GPU, ou un Apple qui fabrique des Neural Engine, peu importe, en fait, ces trois-là vont passer par ASML indirectement, puisque c'est ASML qui va produire les machines qui vont fabriquer, in fine, toutes ces puces. Là, je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que même quand on regarde, il suffit de dézoomer le graphique d'NVIDIA, ça fait plus penser à une bulle clairement. sur l'action que à vraiment une entreprise avec un beau CAGR de plus d'une décennie, quoi. C'est vraiment, elle a explosé là depuis un peu plus d'un an. Bon, je pense qu'à mon avis, ça va s'essouffler. Il y en a qui continuent d'acheter à des valorisations mais stratosphériques Nvidia. Après, on peut parler de Tesla aussi, c'est pareil. Bon, c'est pour la hype, etc. Là aussi, sujet de vidéo.
Mais faut faire attention, hein, vous faites aussi votre plus-value d'une action, en tout cas potentielle, lors du prix d'achat, lors de l'achat de l'action. Donc faut pas se tromper et il faut prendre son temps, il faut pas acheter le tout venant. Ouais. Tout à fait. Et donc du coup, c'est pour ça que Nvidia est sorti de ma watchlist et je ne l'achèterai probablement jamais. Voilà. Mais tout ça pour dire que l'évaluation du prix, effectivement, je pense que c'est important de la regarder, mais en dernier, puisque évidemment le point d'achat d'une entreprise fait partie de la rentabilité finale, parce que c'est comme en immobilier, si vous achetez moins cher, vous allez avoir un meilleur rendement, forcément, c'est mathématique. Voilà. Mais du coup, toi, est-ce que tu as une méthode pour évaluer le prix d'une action ? Non. Non. non, je vais regarder, je vais regarder surtout le PER, mais ça va être... la méthode d'évaluation, ça va être surtout par rapport à l'industrie aussi. Enfin, il n'y a pas de méthode pour moi d'évaluation, parce que toi, ça va être beaucoup avec des DCF, etc. Et discuter cash flow. Mais moi, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise. Moi, je pense principalement qu'on va faire nos meilleures performances sur des entreprises qui vont disrupter et qui vont plier le marché pendant longtemps. Que vous ayez acheté Google par exemple maintenant, qui commence à être un peu cher, ou que vous avez que vous l'ayez acheté il y a un an quand elle était à $90, la performance va être... Ça fait quand même une sacrée plus-value, hein. Ouais, bien Parce sûr. que c'est presque un x2 si tu l'avais acheté il y a un an à $90. C'est clair, on est d'accord. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose encore. Non. Elle est à des PER relativement corrects. Mais si tu peux optimiser et essayer de l'acheter quand elle est le moins cher possible. On est d'accord. Non, ça va être principalement le PER. Hein. Pourquoi on l'a pas acheté avant d'ailleurs? On pourrait se remettre en question là-dessus. Hein, parce qu'il y a PER de 16, 18 même sur Google il y a un an. Bah, et elle avait déjà. Moi, il y a un an, je faisais pas d'analyse d'action, donc déjà. Ah ouais, moi aussi. Pour ça. Moi, j'avais juste ouvert mon PEF. On moi, avait parlé dans la vidéo. Moi, j'étais en full ETF il y a un an, donc. Ah, moi, j'étais en full immobilier. Apprentissage immobilier, non, pas du tout là-dedans, du coup. Mais non, ça va être principalement le PER, le PBR et beaucoup de feeling. Pas peur de le dire, ça va être beaucoup de feeling. Maintenant, il y a l'application, c'est top, parce que ça m'aide, ça m'aiguille quand même beaucoup. Et puis, c'est vrai, Dieu merci, du coup, merci pour le coup, mais elle est plus intuitive que certaines autres qui sont sorties il n'y a pas longtemps d'autres confrères, youtubeurs. Donc, c'est plutôt un bon point. Je vous invite à aller faire un tour sur nos chaînes, notamment parce qu'on les présente un peu, on présente un peu l'application séparément avec nos avis. Je n'ai pas du même avis sur toutes les sociétés, même sur le fonctionnement des analyses. Toi, t'as ta façon, moi j'ai ma façon. Si vous aimez plus que ce qui est un peu protocolaire, cartésien, allez plutôt sur la chaîne d'Hugo. Et puis, moi c'est un peu plus décousu. C'est vrai, moi je me balade un peu, des fois je filme l'écran et on va dans les rapports annuels, on va chercher ensemble, main dans la main, les informations qu'on veut. Et voilà. Ouais. Je pense que c'est un bon mot de la fin. C'est un bon mot de la fin. C'est un bon mot de la fin, donc n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de J'invest. Ouais. J'invest tout court d'ailleurs. Ouais, J'invest 1. Parce que J'invest c'était pris. Ah ouais? Ouais. Ah. Mais vous pouvez trouver J'invest directement. C'est un sablier. Ah non, t'as mis ta tête maintenant? Non, j'ai mis ma tête, ouais. Donc J'invest et IQ Invest, du coup, sur YouTube. Et puis on vous dit la prochaine pour un nouvel épisode du CAF rentable. La prochaine épisode pour le CAF rentable. Allez, ciao.